Et nous revoilà évidemment toujours et encore sur ce plateau magnifique à la Japan Expo. On va continuer ce segment autour du manga français, messieurs dames. Et aujourd'hui, nous nous sommes rejoints par quelqu'un de grand, quelqu'un qui nous régale à travers Sweet Concrete. On va évidemment être avec Senshiro. Bonjour, comment tu vas ? Comment vas-tu, Bitel? Moi, ça va très bien. Mais ça va très très bien, très content de te recevoir. On a un petit peu discuté évidemment pendant la pause, mais je peux vous assurer qu'il est bouillant et que là, il a la main affûtée, que vous allez voir un dessin de zinzin. Bref, on va parler de Sweet Concrete et de comment, eh bien, tout ça t'est venu. Mais évidemment, la question qu'on pose en entrée, c'est toujours le plus important. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir mangaka ? La vie. C'est énorme, merci, fin d'émission, à la prochaine. Non, en fait, je dessine depuis vraiment tout petit, genre 2-3 ans. Ça a toujours été un passe-temps. Et genre dès mes 7-8 ans, je savais que j'allais faire ça de ma vie. Ah ouais, ça a été acté très vite, quoi. Ouais, voilà, je me disais, j'aime bien ça, donc pourquoi pas faire ça toute la journée, quoi. Bon, quitte à gagner de l'argent, autant le faire avec un truc, quoi. Exactement. Et du coup, au début du lycée, tu vois, il y a la pression de qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout ça. Ouais, mais t'inquiète. On a à peu près le même âge. J'ai 27. J'ai 25, okay, donc on comprend très bien le propos, t'inquiète. C'est ça. Et puis du coup, là, je me suis dit, ok, faut arrêter de rigoler. Donc j'allais en cours, je rentrais, je faisais des pages, je les postais sur Internet, je me faisais déglinguer, je recommençais tous les jours, tu vois, toutes les semaines. Ah ouais, moi j'avais faim. Il y a eu un vrai tryhard du truc. Ouais, j'ai fait ça en gros de la seconde jusqu'à la fin de mes études. Donc à mes 22-23 ans, je crois. Et après, je me suis dit, ok, là, c'est la fin des études, faut que je bosse un peu, et je vais préparer un dossier d'édition. Et du coup, j'ai fait ça donc, de 2017 jusqu'à 2019. Ouais. Et en 2019, j'avais un dossier d'édition qui me paraissait, on va dire, correct. Et je l'ai envoyé à tous les éditeurs, et puis j'ai atterri chez Kana, du coup. Trop bien. Alors, justement, transition toute trouvée, comment est né Sweet Concrete ? Comment t'as eu bien un peu l'idée de tout ça, et de tout cet univers assez barré, quand même ? Alors, en fait, c'était en regardant une vidéo YouTube sur la citadelle de Kowloon, à Hong Kong. Ah oui, d'accord, ok. C'est le lore. J'adore le lore, c'est trop bien. Voilà, un petit clic de souris, c'était parti. Et en gros, c'était un endroit que ni les Anglais ni les Chinois voulaient, à Hong Kong. Et donc, c'est un lieu où il y a eu les promoteurs immobiliers qui ont fait absolument n'importe quoi. Okay. Ils ont fait des tours de 100 étages rapprochés à 5 cm les unes des autres. Oh l'enfer. T'avais tous les mecs des triades qui allaient se planquer là-dedans parce que la police y allait pas. Et donc, en gros, c'était une société dans la société. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu les photos. Je fais, ah ouais, faut trop faire une BD là-dedans, tu vois. Et donc en gros c'était le concept et j'ai essayé de trouver des persos et une histoire qui collaient à ça juste parce que j'avais envie de dessiner des corps de malades et des mecs chelous fringués bizarrement et voilà, du coup après ça a lancé l'histoire, quoi. Donc toi à la base c'était une BD que tu voulais faire ? Non, c'était un manga, ouais, je savais que c'était... Okay. Ouais. D'accord. Parce qu'en gros moi je préfère le manga parce que la narration, le fait d'avoir le noir et blanc, tu vois, le fait d'avoir 200 pages pour raconter un truc, c'est depuis toujours je fais du manga. En bande dessinée, j'y arriverai pas, je pense. Faut être trop succinct, trop condenser les trucs pour pouvoir s'exprimer comme je le veux, quoi. Tu préfères avoir justement ces fameuses quasiment 200 pages pour pouvoir exprimer tout ce qu'il faut à l'intérieur et tout. Je vois très bien. Alors, donc du coup, aujourd'hui, Sweet Concrete est quand même un truc qui fonctionne assez bien. Où est-ce que tu as trouvé donc du coup un peu toutes tes inspirations niveau dessin, niveau design, pour pouvoir arriver vraiment au design final qu'on a sur Sweet Concrete ? Parce qu'il y a quand même un style qui est très 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 marqué sur Sweet Concrete aujourd'hui. Ouais. Alors, pour les designs des persos, c'est Jojo's Bizarre Adventure. Okay. C'est le manga que je lis depuis le plus longtemps, genre depuis que j'ai 8 ans, je crois. Ken serait heureux. Et du coup, c'est en gros rajouter toujours un petit détail chelou sur un perso, un truc qui attire le regard. C'est mon modus operandi en chara design. Et après, au niveau pour tout le reste, il y a eu genre Doro et Doro, tu vois, pour l'aspect un peu crado, fantasy et tout, que j'aime beaucoup. Il y a eu quoi d'autre ? Je m'inspire surtout d'illustrateurs. Au niveau des décors, il y a Ian McKee, qui est un concept artiste anglais, qui a bossé sur Star Wars, mais je vois très bien qui c'est. Et en japonais, il y a Imperial Boy. Là, pour le coup, je connais pas du tout, j'avoue. C'est un mec qui a bossé dans le jeu vidéo, dans des animés et tout. Et lui, en gros, il fait un peu des illustrations à la Où est Charlie, mais qu'avec des décors, tu vois. Okay. Genre des villes ultra denses, ultra blindées et tout. Et moi, j'ai vu ça, je fais ok, je vais tout enregistrer, je vais tout copier. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Et du coup, j'ai trouvé d'autres artistes un peu comme lui qui avaient le même genre de traits, quoi. Et après, au niveau des histoires, je me suis aussi inspiré des comics et des BD. Tu vois, il y a genre Mathieu Bablet,
chez le label 619, qui a fait Shangri-La et tout. Lui, c'est un crack. Florent Maudou, j'adore aussi. En comics, t'as le Batman de Greg Capullo. Ok. Tu vois, avec des bons gros aplats noirs et tout. Ouais, je l'ai dit, les bons gros aplats noirs, je vois très bien du coup, tu les as chopés. Ouais. Et donc, c'est un peu les influences de tout ça qui a donné mon style, j'imagine. Et puis, dernièrement, il y a eu Dan Dadan, Giga Frappe. Ah, en fait, Dan Dadan, c'est un petit coup de cœur. Le style est quand même assez extraordinaire. J'ai enregistré toutes les pages, j'arrête pas de vous les ouvrir pour choper des textures. Ouais, tu chopes vraiment des références comme ça sur ce genre de choses-là. J'ai passé plusieurs heures sur Clip Studio, c'est un logiciel de BD, pour essayer de reproduire des textures que j'avais vues, tu vois, pour les intégrer dans ma BD. Donc voilà, en gros, je chope toujours des petits trucs à droite à gauche et je fusionne tout et puis ça me donne ce style. Alors justement, comment tu c'est quoi ta méthode de travail, on va dire, on va partir sur une planche plutôt que sur tout le manga, parce que on y viendra après sur ton rythme de travail pour le manga. Justement, tiens, voilà, comme ça au moins on pourra voir vraiment en direct. Comment tu t'es mis à travailler sur tes planches? C'est quoi ta méthode là-dessus? Parce que ça change vraiment beaucoup en fonction des dessinateurs, quoi. Ouais, c'est chacun a sa petite méthode. Et alors moi, en général, je travaille toujours avec un scénario au début. Donc je découpe mon scénario chapitre par chapitre. Donc en gros, je fais juste une petite phrase pour le résumé, et après il y a plusieurs scènes et j'essaie de deviner à l'avance à peu près combien de pages va me prendre telle scène et telle scène. Donc je fais mon petit plan, je fais mon storyboard. Une fois qu'il est validé par Timothée, mon éditeur chez Kana, là j'attaque les pages, et en gros les pages, je commence par le crayonner sur une feuille. D'accord, ok. De basique, et en gros j'essaie d'avoir un trait vraiment très très lâché, très brouillon. Les persos, je dessine même pas les fringues. Tu vois, je les fais vraiment à poil, quoi, vraiment pour choper les muscles et tout ça. Le décor, je fais des formes, on va dire, un peu abstraites. C'est-à-dire que je vais mettre ma perspective, je vais juste faire des carrés, des rectangles, des triangles et tout. Et c'est à l'ancrage où vraiment ça prend. C'est là où tu prends la texture, là où tu prends les 3 dimensions ou autres. Voilà, c'est ça, ouais. C'est là c'est intéressant, ça. Où en gros, parce que quand je commence à faire un décor, je me perds un peu dedans, je suis méga concentré. Et donc c'est là où j'ai un peu toutes les idées de tiens, il y a une porte, je vais mettre une passerelle à côté et tout ça. Et pour les persos, ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas les fringues de dessiner, et que, on va dire, même leurs visages, ils sont un peu brouillons, mon ancrage, c'est pas du repassage du crayonné, c'est vraiment des traits assez vifs et tout. Du rajout. Voilà, je crée vraiment la planche à ce moment-là. Et donc, une fois que j'ai l'ancrage, je mets pas des aplats noirs tout de suite. Je scanne la page, je la mets dans Clip Studio. Je refais mes cases au propre, parce qu'il y a un outil dans le logiciel, tu vois, qui fait des trucs bien parallèles, bien perpendiculaires, histoire de pas avoir des cases qui se barrent dans tous les sens. Et j'ajoute mes aplats noirs avec l'outil pinceau, tu vois, tout simple. Et ensuite, je place mes trames pour venir un peu combler les zones, je sais pas, peut-être un endroit qui est trop blanc, faire un dégradé pour si c'est la nuit, une ambiance, bien sûr. Tous les trucs comme ça. Donc du coup, t'es tout seul en taf au niveau dessin? Je fais tout seul, ouais. Parce qu'en gros, je suis un auteur débutant, donc il n'y a pas le budget, tu vois, pour des assistants. Et mais moi, en gros, entre le tome 1 et le tome 3, ma façon de bosser, elle a énormément changé. Parce que j'ai testé plein de rendus, plein de façon de bosser. Donc si j'avais eu un assistant, le mec il aurait passé ça aurait été la pire vie. Il aurait passé ses journées à refaire des trucs dans tous les sens, il aurait pas aimé. Donc alors justement, tu parles des 3 tomes qui en tout cas seront tous sortis en 2022. T'as quoi comme rythme de travail pour en arriver à ce stade-là? Parce que t'as quand même un rythme assez effréné du coup. Alors en fait il y a une petite astuce d'escroc, c'est un truc qui s'appelle le frigo. Et en gros c'est Kana, quand tu signes un contrat, même tous les éditeurs, moi j'ai signé mon contrat fin 2019 et j'ai attaqué le tome 1 en août 2020. Donc en gros et je l'ai fini le tome 1 en mars 2021. D'accord, ok. Donc en gros quand je l'avais fini, il y a eu quasiment 1 an avant qu'il sorte. Et donc ça m'a permis de faire le tome 2 tranquillement dans mon coin. Et limite quand le tome 1 est sorti, je venais de finir le tome 3. Donc en fait, tu avais déjà quasiment tout fait entre guillemets. Voilà, c'est ça, ouais. En gros, c'est faire un tome et le mettre au frigo, c'est le concept. Et du coup, pour un tome, je mets environ 5-6 mois de boulot. Ce qui est, en vrai, ce qui est clean de ouf. Je trouve ça même très rapide, en vrai. Ouais. Après, comme ça fait 10 ans que je fais des pages que je gère à côté des cours, je suis bien organisé, je sais comment je bosse, je sais où je vais. Tu mets combien de temps en vrai en termes d'horaire pur par page?
C'est difficile à dire parce que en général je crayonne toutes les pages et après je les encre toutes. D'accord, ok. Mais allez, le crayon ça va super vite, ça peut même être 30 minutes, tu vois, s'il n'y a que des visages et tout. Ouais. Et l'ancrage, on va dire, allez, peut-être entre 2 heures minimum et vraiment 6 heures si c'est un truc énorme. Ouais, donc en gros, en fait, la moyenne, on va dire, c'est plus autour de 3-4 heures qu'autre chose, quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près ça, ouais. C'est assez, en vrai, c'est assez rapide parce que on se retrouve du coup vraiment sur un rythme qui peut tenir justement une prépublication. La transition, elle est juste géniale. Je suis juste un boss. Quel homme incroyable. Puisque effectivement, tu as donc du coup maintenant une prépublication depuis mars sur Mangayo. C'est quelque chose qui, pour le coup, moi je trouve ultra intéressante. Je sais pas si tu étais là au moment où j'en ai parlé avec Droners, mais je trouve que ce format de prépublication permet vraiment d'irriguer un peu le marché constamment autour du manga français. Et je trouve que ça lui fait beaucoup de bien. Est-ce que toi, tu as ressenti quelque chose vis-à-vis de tout ça? Et comment ça a impacté un petit peu ta façon de travailler à ce moment-là? C'est vrai que en attendant que le tome 1 sorte, donc on a démarré la prépublication genre un petit mois avant, je pense, ou 6 semaines avant. Et pour le coup, ça a vraiment fait de l'engouement. Ça a permis à plein de gens qui me connaissaient pas forcément ou qui savaient pas qu'il y avait des mangas français chez Kana, de se dire ah ouais d'accord, ok, ça sort quand, machin. Et en gros, ça a rappelé toutes les semaines jusqu'à la sortie du tome 1 qu'il y avait quelque chose. En gros, même si les gens allaient pas forcément lire sur Mangayo, il y avait un truc qui leur martelait dans le crâne. Ouais, bien sûr. Et donc ça m'a fait gagner pas mal de gens qui me suivaient et tout. Vers la fin, je crois mon Instagram il a fait plus 1000 en une semaine. C'était infernal. Ah oui, ce qui est quand même une sacrée perf. C'était bien cool et tout. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que les gens, ils aiment bien découvrir genre 2-3 chapitres sur Mangayo, mais après ils veulent se préserver sur le tome papier. Tout à fait. C'est un truc. C'est pour ça que quand j'entends que le format digital prendra le dessus sur le papier, je me dis non, c'est pas possible. En tout cas en manga français. En tout cas en manga français, je vois ce que tu veux dire. Parce que pour le manga, je te jure que ça fonctionne, mais. Ouais, voilà, j'imagine, mais en fait les gens ils limite ils aiment bien être hypés par l'attente d'une sortie en fait. Et si on leur donne trop d'un coup, ils sont là, ah non, je préfère attendre un petit peu. Et du coup là pour le tome 2, tu vois, même les gens qui ont commencé pour le tome 1 la pré-pub, ils ont voulu se préserver pour le tome 2 pour le lire en version papier. Mais donc du coup toi donc là ça te fait 3 tomes, tu vois combien de tomes à peu près pour ton histoire, ou c'est déjà un truc prévu, ou c'est quelque chose que tu souhaites conserver un peu Alors j'ai un nombre de tomes qui ça va entre 10 et 15. Ah quand même ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas envie de faire plus parce que tu vois, j'ai pas envie de faire comme Renaud et de m'éterniser sur après Renaud, tu vois, il kiffe Dreamland, sa série. C'est son bébé, hein. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment son bébé. Moi je suis plus à faire plusieurs projets, tu vois, j'aime bien tester des trucs et tout. Et donc je me dis, j'ai pas envie de rester sur une série trop longtemps. Et je pense que ça sert à rien de. Ce qui déjà va quand même te prendre pas mal d'années de ta vie, de faire entre 10 à 15 tomes. Donc il va falloir bien être organisé. Ouais, clairement. Alors, du coup, en vrai, vraie question là-dessus, c'est tu dois faire quoi d'autre comme œuvre? Aujourd'hui, tu as un style quand même assez particulier avec Sud Concrete, et donc du coup un thème abordé qui est quand même assez fort. Est-ce que tu dois aborder d'autres thèmes sur le futur? Ouais, ça c'est même d'autres thèmes, d'autres genres, d'autres tons. Enfin, pas forcément, tu vois, justement, peut-être sortir de l'arc shonen, passer sur un shoujo ou ce genre de choses-là, tu vois. Là, justement, en ce moment, je suis en train j'ai écrit 5 one-shots, des histoires courtes, et en fait, c'est les 5, ça n'a rien à voir à chaque fois. Il y a de la comédie, il y a du thriller psychologique, il y a une histoire d'amour, justement, entre deux personnes, et à chaque fois, c'est des fusions un peu de genres différents. Et moi, j'aime bien expérimenter, je pense que. En fait, t'es le Tatsuki Fujimoto de notre époque, quoi. Oui, enfin, sans le de français, quoi. Et vraiment, quand je le vois, je me dis, je veux être à sa place, tu vois. Ouais. Je veux pouvoir faire n'importe quoi. Tu vois, en fait, la façon dont on a parlé, ça m'a tout de suite fait penser à lui. Tu vois, cette idée de faire des one-shots, de tester différentes choses, c'est totalement ce qu'a fait Fujimoto aujourd'hui. Toi, c'est genre d'auteur qui te motive à aller toujours plus haut. Ouais, clairement. Ouais. Quand j'avais lu Fire Punch à l'époque, Fire Punch, j'arrive à la fin, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop mortel et tout. Chainsaw Man, je me suis pris 3 baffes. Et là, tu vois, il y a eu Look Back, Goodbye Eri. À chaque fois, je suis là, mais waouh! Look Back, c'est hallucinant. Moi, Look Back, j'ai pris une tarte dans la tronche. Ouais. En plus, toi, tu as dû le ressentir 1000 fois plus parce que tu es dessinateur aussi, donc du coup, il doit y avoir des émotions que nous, on ne comprend pas forcément quand on est simple mortel, puisque je ne suis pas un dessinateur, je ne sais pas dessiner. Ah oui, le Twitter artistique était en PLS, c'était incroyable. Ouais, ça devait être assez fou sur l'engouement. De toute façon, en vrai, Fujimoto, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui prend de plus en plus de place et commence à être vraiment intéressant.
Est-ce que tu aurais par exemple, justement, on parle un petit peu d'auteurs japonais et autres, est-ce que tu aurais peut-être un auteur japonais avec qui tu souhaiterais vraiment collaborer de ouf? Collaborer avec un auteur japonais. Attends, faut que je réfléchisse déjà à qui j'aime bien en auteur japonais. Il déteste tout le monde en fait. Il le dit pas, mais il déteste tout le monde. Ouais, il y a Yukino Butatsu, j'avoue. S'il est chaud pour faire un truc, moi. Ouais, en vrai, je peux comprendre aussi. Non, mais en fait, ouais, en vrai, là, tous les auteurs un peu qui sortent sur le Jump Plus, pour moi, c'est eux un peu la relève. Ah, ça, c'est une longue question. Moi, je suis plutôt de ce point de vue-là, effectivement, à aller chercher un petit peu la nouvelle génération à travers le manga plus et non plus le Shonen Jump qui aujourd'hui commence à prendre de moins en moins de place. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un nouvel engouement, je trouve. Tu vois, on a notre génération en fait qui a été biberonnée à tout ça et qui commence à vraiment prendre de plus en plus de place. Dans cette industrie, et on sent quand même qu'il y a des grosses idées, des grosses inspirations de tous les mangas qu'on a pu lire à ce moment-là. Toi, tu te positionnes un peu comment vis-à-vis de toute cette nouvelle génération de mangaka biberonnés au Big Three, à Dragon Ball et à ce genre de choses-là? Clairement, moi, je suis en plein dedans. Je veux dire, j'ai grandi. Bon, tu vois, il y a eu Dragon Ball, mais Dragon Ball, tu vois, c'est pas resté avec moi en fait. J'ai lu quand j'étais petit, et après, je suis passé à autre chose. Alors que Naruto. Ça m'a fait tout le collège. Ouais, je suis totalement dans ton cas. One Piece et Bleach, pareil, tout le lycée. Ouais. Et vraiment, quand je regarde mon style, tu vois, c'est Naruto qui reste. On me dit souvent, ça ressemble un peu à Bleach, ce que je fais et tout ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a tous, j'ai l'impression, appris un peu des erreurs, par exemple de Kubo ou de Kishimoto. C'est-à-dire que tu demandes à Jiro, à Ziad ou à d'autres, personne veut faire des séries de 50 tomes. Tu vois, ça n'existe plus en fait. Et tout le monde veut faire un peu sa petite série courte ultra marquante avec un style bien défini qui va vraiment te marquer. Genre plus un gros film qu'une très très longue série en fait. Et donc ça, je trouve ça super cool parce que ça permet de faire des œuvres variées par auteur. Le public va pas se lasser. En plus, il y a pas mal de gens qui commencent à dire qu'ils en ont marre de voir du shonen bagarre à la française. Je pense qu'il y a Dreamland, il y a Radiant. Il y a eu une époque où effectivement on avait vraiment beaucoup ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se déporte quand même sur des trucs qui sont bien différents, avec des thèmes qui sont un peu plus, peut-être même un peu plus profonds en vrai. On a des réflexions qui sont quand même un peu plus amenées. Enfin, moi je pense à Onera qui est quand même par exemple assez différent dans son ton et même dans son dessin. Toi tu vas avoir encore un autre style différent, mais on y viendra un tout petit peu plus tard quand on va parler un petit peu justement de l'histoire de Sweet Concrete. Toi, tu as aujourd'hui, donc du coup, tu l'as dit, 27 ans. Ça fait donc du coup combien de temps maintenant que tu fais donc du manga en professionnel? Ça fait depuis fin 2019, donc ça doit 2-3 ans à peu près. Ça fait à peu près 2-3 ans. Voilà, tu continues quand même donc du coup à trouver ce kiff-là, parce que tu sais, il y a un truc, c'est moi que je trouve très compliqué, qui est pas forcément facile à gérer, c'est le moment où ta passion devient ton métier. Ouais. Tu sais, il faut être capable de garder justement cette flamme-là, de garder cette envie constamment de créer ce genre de choses-là. Enfin, moi, je le ressens aussi parce que du coup, moi, j'ai passé, tu vois, les jeux vidéo et le manga en métier aussi. Et il y a quand même des jours où des fois, tu as un peu envie de te poser et de te dire, ouais, on va peut-être pas faire ce truc-là aujourd'hui, on le fera un peu après. Je sais pas toi comment tu te positionnes vis-à-vis de ça. Alors, pour le côté se reposer et tout, mais en fait c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tellement fait ça, des pages et des pages quand j'étais au lycée, à la fac et tout, que maintenant quand c'est toute la journée, pour moi ça me paraît normal. Même le week-end, tu vois, quand je bosse pas, je culpabilise limite un peu, tu vois, je me dis ah oui d'accord, carrément. Ah putain, ça se trouve je pourrais avancer sur tel truc et tel truc, et donc j'ai un peu du mal à me mettre au calme. Et après aussi, moi c'est plus des questionnements, pas forcément sur la durée ou la fatigue, c'est plus sur mes capacités, tu vois. Des fois je doute un peu et je me dis putain, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que mon histoire elle vaut vraiment la peine d'être racontée, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose, parce qu'en fait tu vois, il suffit d'ouvrir Twitter, tu vois des mecs de 17 ans, ils te mettent des baffes dans tous les domaines, tu te dis qu'est-ce que je fous là, moi je suis un escroc. Je vois très bien plus un peu ce côté là qui me fait douter. Qui toi te fait un peu douter, alors qu'en vrai, aujourd'hui, quand on voit ton niveau, tu te dis, ok, le mec est juste trop fort, quoi. C'est encore une fois, de toute façon, je pense qu'on a tous un petit peu aussi ce syndrome de l'imposteur, des fois, de... de ton point de vue d'artiste, t'es pas...
t'es pas objectif, on va dire. J'ai l'impression que c'est ça, dans les métiers créatifs, tu te retrouves vraiment assez souvent confronté à ce genre de pensée-là. C'est assez terrible. Bon, alors maintenant qu'on a un petit peu parlé de comment toi tu crées ton œuvre, de comment tu as trouvé tes inspirations, d'où ça vient et tout, moi je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à Sweet Concrete. Let's go. Hein, on va parler un petit peu de ton scénario, de comment t'as ficelé tout cela. Vas-y. Donc du coup, déjà, comment tu t'es retrouvé du coup, à créer Sweet Concrete et surtout, quand tu t'es dit je vais faire une héroïne par exemple? Alors ça c'est marrant parce qu'au tout début dans la toute première version de l'histoire, c'était Diego le personnage principal, donc qui est l'acolyte de Asa. Et donc en gros, Asa existait déjà, mais c'était le personnage qui arrivait dans la citadelle et qui foutait un peu sa vie en bordel. Et plus j'avançais dans les versions, et plus je me disais que c'était logique que Asa soit le personnage principal, puisque c'est elle qui passe d'un monde normal à un monde fantastique dont elle ne connaît rien. Et alors, donc, juste avant de parler de Asa et de Diego, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'histoire pour les gens qui ne connaissent pas? Petit résumé, petit pitch. Asa, donc l'héroïne c'est Asa, elle est flic. Et un jour, elle découvre que la mort de son père, qui lui aussi était flic, est entourée d'un gros mystère. Et donc, pour essayer d'avoir des réponses à ces questions, elle va aller à droite, à gauche, suivre des pistes. Et donc, ces pistes vont la mener à la citadelle, qui est une ville effondrée en apparence, mais qui cache un espèce de ghetto magique, dirigé par des gangs sans foi ni loi. Et elle va essayer de survivre dans cet univers, afin d'obtenir des réponses à ces questions, parce qu'apparemment la mort de son père est liée à cet endroit-là. Et donc au début c'était Diego qui était dans cette citadelle, qui était le personnage principal. Et donc comme Asa passe de une vie normale à une vie dans un ghetto magique où il y a des mecs qui se tirent dessus à tout bout de champ, c'était plus logique qu'elle soit le personnage principal. Et du coup quand j'ai placé Diego en acolyte, un peu mystérieux, ambigu, tu vois, je trouvais qu'il était son potentiel était beaucoup plus exploité que dans le cas d'un personnage principal. Et donc c'est comme ça que j'ai placé Asa au centre de l'histoire. Du coup en fait c'est vraiment plus une réflexion, c'est pas forcément l'envie d'avoir un personnage féminin non plus. C'était vraiment plus la force des choses qui t'a fait penser à ce genre de choses là. Tu t'es dirigé sur ce truc là. En fait quand je développe mon histoire, je suis toujours la logique de l'univers et des personnages. J'essaye pas d'être pas trop influencé par mes envies ou les envies de l'extérieur, tu vois. Comme ça je suis sûr que ça reste organique et que ça va droit au but. Alors on me dit une petite question assez intéressante, tu vois, enfin une réflexion intéressante. Après, faut pas forcément avoir un dessin hyper quali, ça reste quand même un gros plus évidemment, pour faire un bon manga. Il y a qu'à voir Ranking of King. Alors, moi je suis plutôt d'accord sur le propos, mais c'est vrai que quand même, le moment où tu vas avoir un style graphique assez marqué, et attention, j'ai bien dit un style assez marqué, pas forcément que ce soit bien dessiné, parce que tu vois par exemple Ranking of King, je trouve que c'est un très bon exemple. C'est un style quand même de dessin hyper marqué, comme on pouvait avoir par exemple avec le One Punch Man de One, sans Murata. C'est un style de dessin ultra marqué. En fait, moi, c'est pas forcément qu'il faut effectivement avoir, je pense, un style de dessin ultra propre, ultra quali, machin. C'est vraiment avoir quelque chose qui va marquer visuellement. Et si ton scénario est bon, généralement, tu peux enchaîner sans trop de problèmes, quoi. Je sais pas, toi, comment tu vois un petit peu ce genre de choses-là. Est-ce que toi, tu trouves que vraiment le dessin, c'est l'un des axes les plus importants je dirais que c'est important parce qu'en fait, c'est ce qui va donner ou pas envie à ton lecteur de lire ta BD. Parce que tu vois, la couverture, c'est le premier truc qui attire. C'est le truc que tu vas voir. Voilà, c'est ça. Le mec, il va ouvrir, il va feuilleter quelques pages, et en quelques pages, il va savoir si il est intéressé ou non. En général, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les résumés au dos? Je sais pas trop. Moi, je t'avoue que je suis pas dans la team. Moi, c'est genre, j'ouvre, je regarde les 5-6 premières pages, et après, je ferme. C'est ça, Et du coup, t'as raison, moi je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le style. Est-ce qu'il est particulier, est-ce qu'il dégage un truc? Après, toi je pense aussi t'as peut-être une vision un peu artistique et tout, tu vois? Peut-être, oui. Je me dis peut-être... à force, oui, c'est possible. Le lecteur lambda, peut-être il a une vision très, très précise de ce qui est être bien dessiné, tu vois, de ce qu'il veut. Du coup, si ça correspond, ça marche. Si ça correspond pas, ça sort. Mais en tout cas, pour se démarquer du lot, parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions, surtout au Japon, tu vois. Je pense qu'avoir un style bien précis, moi je pense à Dorohedoro, tu vois, c'est un exemple. Dorohedoro, c'est un très bon exemple aussi. Tu retrouves pas ça partout. Jojo, même à l'époque, à l'époque, tu vois, il y avait quand même Can le Survivant qui ressemblait un peu, mais ensuite il s'est un peu quand même vachement détaché. Et moi en général, j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. Moi, tu vois, ça me dérange pas de lire Hunter x Hunter ou Ranking of King, tu vois, pas de problème. Et après aussi, il y a quand même la narration.
il faut quand même que tu aies un fil rouge qui soit intéressant, qui arrive à te motiver pour continuer la lecture. Ça, c'est évident. Enfin, en fait, tu peux avoir un manga super beau si ton histoire est à chier. Ouais, clairement. Ouais. À un moment, tu vas être en mode super. C'est ça. Enfin, tu vois, par exemple, en vrai, c'est horrible parce que c'est chez Kana, mais tu vois, Samurai 8, par exemple, moi, je trouve le dessin très beau. Oui, j'aimais beaucoup. Mais l'histoire, j'étais en mode rompiche, quoi. Moi, je comprends rien. Il y avait trop d'univers, trop d'explications bizarres. C'était trop compliqué, tu vois. Mais par exemple, tu vois, un exemple français, c'est Last Man. Ouais, bien sûr. À l'époque, ça passait sur Dailytoon, le site là, et j'avais vu ça, je fais putain, mais c'est quoi ce truc de merde dessiné, mal dessiné et tout. Je lis 5 chapitres et j'étais accro. Mais c'est trop bien. J'ai fait les 6 tomes c'est insane. En 2 jours, c'était incroyable. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là j'ai compris un truc, la narration c'est ultra important. Ça te fait rester accro, mais ouais. Le style graphique, c'est très très important, mais on peut avoir des lacunes, un peu des petites faiblesses. Après aussi, il y a un équilibre, c'est que si, admettons, tu as des petites lacunes en dessin, si tu es ultra bon en narration ou ultra bon en scénario, ça vient compenser un peu. Ouais, bien sûr. Il y a un équilibre. Ouais, c'est ça, t'as une vraie balance à trouver à l'intérieur de ce genre de choses-là. C'est multitâche la BD, donc il faut avoir de multi-atouts, on va dire. Alors évidemment, il y a des gens qui nous disent moi je suis très attaché au dessin. En vrai, c'est normal, hein, c'est le truc que tu vas voir, c'est le truc qui va te marquer. C'est vraiment le dessin, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Et puis de toute façon, c'est pour ça qu'on parle de BD, de bande dessinée, et non pas de simple roman de fiction ou autre. Il y a vraiment un besoin de s'identifier à travers le dessin. Moi, je sais pas trop comment tu vois la chose, tu vois, mais aujourd'hui, on a quand même une vision très précise du manga en France. Comment tu vois aujourd'hui justement toi l'avènement du manga? Parce qu'il y a eu une vraie explosion là notamment avec le Covid. Hein. Ouais. Ça a été un truc de fou. Est-ce que toi tu penses vraiment que le manga français est en passe de devenir vraiment quelque chose d'important, de vraiment s'installer de façon pérenne, pardon, parce que là on a Dreamland, on a Tony Valente avec Radiant, on a Sweet Concrete qui marche bien, on a plein d'autres mangas qui commencent à vraiment sortir de partout. Comment toi tu te positionnes en tant que nouveau mangaka français sur ce genre de choses là? Alors moi il y a un truc auquel je m'attendais pas du tout quand j'ai fait mes séries de dédicaces, c'est que tous les gamins de 15-16 ans là qui arrivent, qui ont commencé justement les mangas pendant le confinement et tout, ils se fichent complètement de savoir si c'est français, japonais, turc, machin, je sais pas. Ils voient un manga, c'est bien, ils achètent. Et en fait, c'est complètement une coupure avec les anciens fans, je vais dire, qui étaient vraiment qui avaient beaucoup de jugement et tout. Voilà. Vraiment, Et eux, je pense que tu vois, c'est vraiment une période où il va y avoir un nouveau public pour le manga français et pour le manga en général. Parce que je vois il y a même des mamans, des papas, même des grands-pères et tout qui s'intéressent au manga français et ils sont ultra contents d'avoir des auteurs qui sont accessibles en fait, parce que les japonais ils sont, tu vois, même à la Japan c'est ultra dur de faire venir des invités et tout, et nous on est là, on accepte de faire des shikishi, des dédicaces, on discute, les gens ils sont super contents. C'est une accessibilité qui est totalement différente, et puis de toute façon on sait que le Japon vis-à-vis de leurs auteurs et ce genre de choses là, déjà les mangaka ils vivent cachés, hein. Il y a énormément de mangaka qui ne se montrent pas parce que ils ont envie de garder leur anonymat, alors que c'est vrai qu'en France on est tout de suite beaucoup plus je vais pas dire tactile, mais tu sais, il y a tout de suite une chaleur un peu plus réelle qui va être là. Tu vas avoir envie de discuter, tu vas avoir envie de te poser un petit peu avec lui pour comprendre pourquoi t'aimes mon œuvre. Et c'est toujours, de toute façon, je pense que aussi, même pour toi, je pense que ça va être quand même très cool aussi de pouvoir un moment te poser avec tes fans et comprendre aussi pourquoi ils ont apprécié ton œuvre, quoi. Ouais, clairement. Moi, tu vois, par exemple, la Japan, là pour l'instant c'est cool parce que c'était pas l'usine. Les gens ils arrivent, on peut discuter 10 minutes, tu vois, et faire un petit dessin. Alors pour, tu vois, le côté accessible, je pense qu'il y a aussi l'impact de Renaud, tu vois, qui est vraiment Team Zen. Il arrive en Marcel Claquette, il s'en fout. Renaud, pour ça, il est légendaire. Hein, c'est il vraiment jusqu'à 20h si tu l'arrêtes pas. Donc nous, tu vois, on a tous vu ça, on s'est dit trop cool. Et en fait, on fait naturellement pareil. En fait. Renaud, tu penses qu'il a vraiment imposé clairement, un style, on va dire, dans la gestion de tout ça. Tu vois ça, tu vois que le mec il est sympa avec toi quand toi t'es un amateur, tu dis je vais forcément faire pareil parce que pour les autres amateurs. Tu vois. Tu te dis, si lui il le fait comme ça, pourquoi je le fais pas en fait. Tu dis c'est un exemple, c'est normal en fait, c'est la première chose que tu vois, donc tu l'incorpores et ça devient ce que tu fais. Et je pense qu'il y a moins de jugement maintenant et donc pour un plus gros public, donc de plus grosses possibilités. Je pense qu'on va pouvoir voir d'autres types d'œuvres, justement comme dont tu avais parlé dans les prochaines années, parce que le shonen ça va exploser, je pense.
Et donc les autres joueurs moins plébiscités vont pouvoir devenir rentables, on va dire. En fait, le truc, c'est genre aujourd'hui le shonen, ça reste quand même ce qui vend le plus. Et c'est ce qui vendra le plus. Toujours. Ça va continuer, ça restera dans ce sens-là et c'est normal. Mais effectivement, je pense que, comme tu le dis, à travers l'évolution du marché français aujourd'hui, il y a vraiment moyen, je pense, en tant que mangaka français, de se mettre à créer d'autres œuvres, d'aller chercher d'autres choses, commencer à faire vibrer peut-être un peu plus les gens avec, tu sais, c'est bête, hein, mais un bon shoujo français, ça se trouve, ça peut être complètement monstrueux, quoi. Il y a vraiment tellement de moyens aujourd'hui qui peuvent être mis en place que je me dis qu'il y a vraiment des possibilités qui peuvent être, qui aujourd'hui encore sont insoupçonnées. Et on a aussi le plaisir de voir, notamment ce très cher Sylvain qui pousse avec par exemple Dreamland et avec ADN, où on fait pas mal de créations originales autour justement de manga français mais également de BD. On a quand même aussi maintenant une certaine envie de la part du milieu de l'animation en France de quand même pour voir toutes ces nouvelles licences là et de créer surtout en fait de nouvelles licences pour les enfants aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que tu vois, par exemple, nous on avait la chance d'avoir énormément de licences, je trouve, à la télé. On a été baigné dans plein de trucs, et quand tu regardes aujourd'hui, on a quand même beaucoup moins qui sont intéressantes, attirantes. Tu vois, moi je vais penser par exemple à Avatar à l'époque, tu vois. Grave. Avatar, c'était un truc de fou quand c'est sorti. Ça avait un propos qui était tellement lunaire comparé à ce qu'on voyait avant que moi ça a été un truc fondateur, tu vois. Et je me dis qu'aujourd'hui, est-ce que avec cette évolution de mentalité et toute cette vision qu'on a qui commence à changer, est-ce que c'est peut-être pas aussi le moment pour nous de montrer que la création française, elle a encore de très beaux jours devant elle et qu'elle est capable de créer des trucs monstrueux, quoi. Alors déjà, ça me fait extrêmement plaisir ce que tu dis sur les dessins animés de notre enfance, parce que nous, on a été nourris à la petite cuillère, on a mangé Gucci, tu vois. Et les pauvres gamins de maintenant, là, moi des fois, je zappe un peu les dessins animés, tu vois, à la télé, et je me dis, putain, mais c'est triste, tu vois. Et du coup, autant moi, tu vois, avoir un animé sur ma série ou quoi, c'est pas un truc que j'ai jamais pensé, et tant mieux si ça arrive. Ça te tente pas quand même ? Tant mieux si ça arrive, c'est du bonus, tu vois, mais si ça arrive pas, bon, je le prendrai pas mal ou quoi. Mais voir qu'on va enfin exploiter nos animateurs qui sortent de nos écoles, tu vois, en France, je me dis, c'est enfin, purée, parce qu'on a 30 ans de gâchis où les mecs, ils sont allés travailler au Japon, aux États-Unis, et puis en fait, il n'y avait rien qui se faisait chez nous. Donc là, c'est cool que il y a enfin des gens qui se disent, il y a un coup à jouer, il faut investir maintenant pour créer un truc qui marche dans le futur. En fait, avoir vraiment cette vision. En fait, c'est encore une fois, hein, c'est un truc qui est compliqué, mais avoir cette vision précurseur. Oui, c'est ça. En fait, c'est tellement compliqué. Il faut être capable d'avoir un rôle important. Et tu vois, par exemple, je trouve que c'est très bien qu'ADN l'ait, parce que ADN, c'est une très grosse plateforme en France, et ça a la puissance de frappe de se dire, ok, nous on va être précurseur, on va faire voilà, c'est ça. Et ça, c'est ultra intéressant. Mais comme à chaque fois, un précurseur va être regardé d'une façon un peu en mode, t'es sûr du move que tu fais là ? C'est ça, parce que c'est bizarre, hein, tu fais un truc, tu veux pas aller au Japon prendre des animés, tu vois. Il y a une réflexion qui est quand même assez particulière, et moi je trouve que c'est très cool, tu vois, justement, que t'aies aussi cette vision là de te dire, aujourd'hui le manga français, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut l'exploiter à fond. En fait, faisons comme les Japonais, montrons-leur qu'on est capable de faire un produit aussi bien fini qu'eux. Et aujourd'hui, quand tu vois les prépublications qui sont en train de s'enclencher, quand tu vois quand tu vois Kana, la quantité d'œuvres françaises qui sont en train de sortir en ce moment, alors que Kana, c'est quand même ceux qui ont sorti les plus grands bangers dans les années 2000, à coup de Naruto, Death Note, Bakuman, c'était quand même juste des trucs de fou furieux, tu vois. Et on se retrouve aujourd'hui avec un truc qui pousse vraiment la création française. Cette idée de mettre en avant, je trouve, les auteurs français, c'est le meilleur truc que tu peux avoir en ce moment. On a vraiment un vivier de talent de ouf. Et tu sens que effectivement toute notre génération qui a été bercée, elle est en mode, mais moi aussi je peux le faire, en fait. Moi aussi j'ai envie de montrer que je peux dessiner du manga, et que en fait le manga n'est pas réservé qu'aux Japonais. C'est exactement ça. En fait, j'avais la réflexion au lycée, tu vois, en même temps que j'ai commencé à faire des planches en rentrant de l'école, j'ai découvert Dreamland avec le tome 9, tu vois, et je me dis, oh purée, y a un mec qui l'a réussi. Parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question de est-ce que c'est possible ou pas. Et du coup, ça m'a grave motivé. Et puis après, tu vois un pote un peu plus vieux que toi qui passe, les potes de ton âge qui passent, et puis après, c'est toi qui passes, et tu fais, oh purée, on va tous y arriver et tout. Et là, je vois les jeunes qui sont sur les stands amateurs à la Japan. Tu les vois dans les yeux, ils ont envie de te bouffer, tu vois. Ils ont une énergie et tout, ils sont trop chauds, quoi. Et puis le niveau, en fait, il est exponentiel. Tous les 2-3 ans, t'as un nouveau mec qui pop, et il éclate tous les mecs d'avant, en fait. Donc c'est assez ouf. Et ouais, non, c'est en fait
là, je pense, tu vois, ADN, il y a tout le monde qui les regarde un peu, qui guette. Est-ce qu'ils vont se viander et tout? Ouais, en fait, ça regarde le move. C'est ça, voilà. Ouais, et puis si ça marche, ils vont tous y aller, et puis ça va être incroyable, quoi. il y a moyen que ce soit pareil, ouais. De toute façon, c'est généralement comme ça, tu sais que ça finit. Hein. Ouais, tu sais, tu prends à l'époque, tout le monde guettait YouTube en mode vous êtes sûr héberger un maximum de vidéos? Oui, c'est ça, ouais. Et puis après, t'as Dailymotion et ils sont arrivés, ils ont fait nous aussi, on va faire pareil. Et là, t'as fait peut-être pas le meilleur exemple. Ouais. C'est un peu viandé. J'ai un commentaire super sympa. J'ai les 2 premiers et l'auteur transpire le biberonnage au manga de notre enfance. Beau dessin et univers bien cool. Donc t'as quand même des gens qui sont vraiment au taquet là-dessus. Kana, ils font ça car ils ont plus de gros bangers japonais. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est grave aujourd'hui? Tu vois, en fait, Kana est installé de ouf avec justement ces bangers. Moi, je trouve que c'est une trop bonne idée de quand t'as une position comme Kana, qui est une maison d'édition énorme, t'arrives et tu laisses le temps, tu laisses la possibilité à des jeunes de s'exprimer. Quoi. Ouais. C'est parce que, encore une fois, tu vois, c'est pareil, mais on a vraiment ce côté, où ça parle de... Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vont juger un petit peu ce côté où ça va laisser de la chance aux débutants, aux jeunes, et tu te retrouves avec des gars qui n'ont jamais leur chance alors qu'ils sont ultra capables. Ouais, c'est ça, faut le laisser. Et je trouve ça trop cool de laisser le temps, tu vois. Ouais, faut laisser le temps aux gens de développer leur style, de développer leur façon de raconter des histoires. Et après, tu vois, Kana, ok, ils ont pas de banger maintenant, mais je veux dire, Naruto, c'est toujours le manga qui se vend le plus en France, donc ils s'en fichent en fait. Tu vois, là, on est bien. Hein. Il y a le retour de Hunter x Hunter bientôt, le tome 37, il va faire Stonks, tu vois, donc. Et puis, ils ont plein de. Alors, moi, tu vois, c'est aussi. Je suis un peu un vieux maintenant, tu vois, j'ai 27 ans, donc je suis plus forcément très assidu sur les shonen classiques. Et moi, je trouve que Kana, ils ont un catalogue d'œuvres vraiment variées en termes de shoujo, tu vois, Column Generic Romance. C'est moi, c'est un banger, tu vois. Hallucinant. C'est un super manga qui mérite vraiment beaucoup plus de clairement, lisez-le, c'est incroyable. Et puis, tu vois, il y a des trucs, genre des shonen solides, genre Fire Force. Quand ça s'est fini au Japon, tout le monde était là, ah ouais, ok, respect, tu vois, c'était trop bien et tout. Puis il y a plein d'autres titres, les trucs de Asano, moi j'adore, tu vois. Ouais, bien sûr, Asano. Mais c'est plus particulier forcément. Mais là, on rentre. Là, en fait, c'est ouf de dire ça, mais parce que nous, on connaît ce genre de choses-là et on a l'habitude, mais Asano, c'est une niche. Ouais. Tu vois, on est déjà quand même sur un type de manga où t'es un lecteur confirmé, t'as un besoin d'aller chercher autre chose que de la baston, tu vois. Parce que Asano, faut s'accrocher pour lire du Asano. Oui, c'est clair. Oui. Bon, du Poun Poun, j'en fais encore des cauchemars. Tu vois, alors, on me dit, autant je suis d'accord, c'est un bon move, mais c'est surtout pour dire qu'ils se sont tournés vers ça, car la concu est passée devant eux surtout. En fait, le truc, c'est genre pour moi, ce genre de choses, c'est aussi l'idée de se dire, on a la possibilité aujourd'hui de créer une nouvelle tendance, et il faut faire une nouvelle tendance, quoi. Et bah écoutez, c'est nickel. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. C'était trop bien. Vraiment, je me suis régalé de parler un petit peu de tout ça. J'espère que tu as passé un très bon moment avec nous. Merci encore une fois pour ton temps et pour ce magnifique dessin qui nous met très très bien. J'espère que tu as passé un bon moment parmi nous. On te retrouve où encore pour la Japan là, sur le dernier jour là, tout à l'heure, j'ai une conférence sur la scène Kuri avec Mangayo sur le métier de mangaka. Très bien. Et demain, je suis en dédicace de 10h30 jusqu'à 12h30 sur le stand de Kana. Eh bien, si vous êtes à la Japan Expo, n'hésitez pas à y aller, c'est important, et de soutenir évidemment toutes les créations françaises. Nous, je crois qu'il y a encore un contenu qui arrive juste derrière. Donc je vous laisse avec ce petit contenu bien sympa derrière qui arrive, qui a été tourné, je crois, avec attendez, je vais vous dire, avec ce très cher Winnie, si je me trompe pas, puisque on l'a pas encore vu de la Japan Expo, donc vous allez vous régaler. Prenez soin de vous et on se retrouve demain en live pour la suite des programmes sur ADN à la Japan Expo. La bise tout le monde.